Bonjour, aujourd'hui nous recevons Mostafa Sani Idrissi. Il est professeur de didactique de l'histoire à Mohamed V au Maroc et coordinateur scientifique d'un manuel d'histoire de la Méditerranée qui s'appelle donc Méditerranée, une histoire à partager. Bonjour. Bonjour. Alors donc l'idée du manuel a été proposée par Marseille-Provence 2013. Combien de professeurs déjà se sont penchés sur ce vaste projet? Bon, nous sommes une quinzaine d'auteurs. Pour combien de pays? Pour 8 pays, 4 au nord et 4 au sud. Mais nous sommes beaucoup plus nombreux que ça à avoir pris part à ce projet depuis ses débuts, puisque d'autres pays ont pris part aux premières réunions qui s'étaient tenues notamment entre 2008 et 2011, avant de passer à l'écriture de cet ouvrage. Il y avait des collègues d'Angleterre, d'Irlande, d'Algérie, de Turquie, d'Israël. Et donc ces pays, bien qu'ils ne soient pas représentés aujourd'hui au niveau de l'écriture, ils ont bien participé aux réunions préalables. D'accord. Et alors quelle est l'ambition de ce manuel? Parce que ce n'est pas apparemment de se substituer aux visions nationales. L'ambition de ce manuel, justement, c'est d'être un manuel commun d'histoire méditerranéenne. Donc il est destiné aux enseignants. Ce n'est pas un manuel pour les élèves, c'est un manuel destiné aux enseignants, aux formateurs des formateurs, à tous ceux qui sont impliqués dans la conception des programmes, dans l'écriture des manuels d'histoire. Donc c'est ce public-là qu'on veut toucher, et à travers eux, en fait, la finalité, c'est de toucher les élèves. Et on veut passer par ce public-là. Un petit peu peut-être sur la même idée d'un manuel franco-allemand qui a été créé, mais qui finalement n'a jamais été vraiment adressé aux justement, ce n'est pas du tout la même chose que le manuel franco-allemand, parce que le manuel franco-allemand, c'est un manuel conçu et destiné pour les élèves et non pas pour les professeurs. Le manuel franco-allemand, c'est un manuel franco-allemand, mais sur l'histoire en général, ce n'est pas sur l'histoire de la France ou de l'Allemagne. C'est un programme de seconde, de première et de terminale, alors que là, il s'agit d'un ouvrage sur l'histoire de la Méditerranée, et non pas un ouvrage méditerranéen d'histoire. D'accord. Alors justement, comment vous avez fait pour proposer une vision dépassionnée de l'histoire quand on voit les différences culturelles, politiques, religieuses dans tous ces pays? La Méditerranée finalement est très diverse. L'expression dépassionnée, j'ai entendu aujourd'hui qu'un des journaux de la région, des journaux locaux, avait utilisé cette expression dépassionné. On n'a pas cherché à dépassionner l'histoire. Je pense que c'est l'échelle adoptée, l'échelle méditerranéenne, qui fait que on n'aborde pas l'histoire de la même manière que l'histoire nationale peut l'aborder, ou qu'une histoire locale. Parce que, de même, si on passe à une échelle beaucoup plus large, celle de l'histoire mondiale, on abordera l'histoire différemment. Parce que les entités historiques, les objets de l'histoire qui apparaissent selon l'échelle qui est adoptée ne sont pas les mêmes. C'est comme une carte. Si vous prenez une carte de l'Europe à une certaine échelle, vous verrez certains objets. À une autre échelle, ce sera d'autres objets, et ainsi de suite. On peut avoir le plan de la ville de Marseille, et on va voir tous les détails, les rues, vous pourrez repérer votre maison. Mais si vous prenez une carte de la France, vous pourrez à peine repérer Marseille. Et ainsi de suite. Donc, une échelle méditerranéenne ne peut pas montrer tous les détails d'une histoire, et forcément, on n'a pas cherché à dépassionner l'histoire. On a cherché à être objectif, à aborder aussi bien les tensions qui ont existé, les conflits qui ont existé, mais en même temps les échanges, parce que ce dont nous avons voulu rendre compte, c'est la complexité de cette histoire. L'histoire de la Méditerranée dans toute sa complexité. Et de même, nous avons voulu l'aborder dans sa globalité. Ce n'est pas un regard des pays du Sud vers les pays du Nord, ou le contraire des pays du Nord vers les pays du Sud. Non, c'est le regard de scientifiques sur l'histoire de la Méditerranée de façon globale. Et la question de l'autre a disparu de notre approche. On a oublié nos appartenances, bien qu'au début on avait cherché à équilibrer
les auteurs par chapitre, des gens du Nord, Oui. du Sud, etc. Ça a été notre souci de départ. Mais dès le début des travaux, des échanges entre nous, nous avons oublié nos appartenances, puisque l'appartenance principale, c'est l'appartenance scientifique. Mais du coup, il a quand même fallu faire des choix, sans doute écarter certains faits historiques, parce que vous ne c'est pouviez sûr, pas c'est condenser sûr, toute l'histoire c'est de sûr, tous ces c'est pays. sûr, je le dis dans mon introduction. Nous avons d'abord fait le choix de la Méditerranée, parce qu'il y a l'histoire, elle est infinie. Oui. L'histoire du monde, elle est infinie. Nous avons fait donc le choix de la Méditerranée. Et même dans le cadre de cette histoire de la Méditerranée, nous avons fait le choix d'une problématique, parce que c'est la problématique qui justifie les choix qu'on peut faire, les sélections qu'on peut adopter. Et par conséquent, il y a une sélection, enfin, il y a une problématique qui nous a permis de sélectionner les faits. La problématique générale, c'est que nous nous sommes interrogés comment, à travers l'histoire, des origines jusqu'à aujourd'hui, comment, à travers l'histoire, une entité historique méditerranéenne a été construite, s'est constituée, à travers toute une série de tensions. Différents types de tensions, mais aussi d'échanges, etc. Donc c'est cette question qui a orienté notre approche, notre écriture, et tous les auteurs étaient tenus pour chaque chapitre de décliner cette problématique générale sur leur chapitre. C'est-à-dire qu'il fallait trouver une problématique propre à leur chapitre, mais qui soit en relation avec la problématique générale. Et une autre exigence, c'est de périodiser, trouver des périodisations valables pour l'ensemble de la Méditerranée. Et quand ce n'est pas le cas, de remettre en question, de discuter quand même ces périodisations, ne pas les prendre comme données indiscutables, etc. Tout remettre en question, ça c'est... Oui, c'est-à-dire s'interroger, parce que la périodisation, c'est une question d'interprétation. Il fallait s'interroger, est-ce que cette périodisation préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, est-ce qu'elle est valable? Et notamment, par exemple, les temps modernes. Est-ce que les temps modernes, c'est valable pour l'ensemble de la Méditerranée? Oui. Moi qui ai contribué à ce chapitre, je pose la question. Est-ce que ces temps modernes sont-ils modernes pour l'ensemble de la Méditerranée? Et alors, comment se divise finalement cet ouvrage? Vous l'avez divisé en différents chapitres, vous l'avez dit. Comment ça se présente? Alors, donc, il y a une division un peu à la fois classique et novatrice. Classique, puisque c'est des chapitres en période, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, etc. Mais les parties, les sections de cet ouvrage, c'est assez novateur, puisque chaque chapitre est construit sur une synthèse où on aborde l'histoire dans sa globalité, une sorte de macro-histoire. Et puis il y a un deuxième volet qui est constitué d'études de cas. On appelle ici dans l'ouvrage focus. Et ces études de cas, c'est plutôt de la micro-histoire, puisque on zoome sur certaines questions qu'on aborde dans le détail. Et à ce moment-là, c'est d'autres entités qui apparaissent. C'est un personnage, par exemple, pour les temps modernes, c'est Mohamed Effendi. On a choisi un ambassadeur turc qui rend visite à la France de la Régence, et à travers sa relation, il rend compte de ses observations, de ses admirations, qu'est-ce qu'il a admiré, les changements. Quelqu'un qui vient d'un pays qui avait pour habitude de mépriser le monde chrétien de l'époque. Je mets monde chrétien entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on qualifiait, c'était le monde musulman et le monde chrétien. Et donc, on assistait à un début de changement dans l'attitude d'ambassadeurs, de gens éclairés venus de l'Empire ottoman et qui commençaient à admirer ce qui se passait, etc. Et donc ça, c'est le début d'un début de changement dans l'attitude du monde musulman. D'ailleurs, quelque chose qu'on va retrouver également à l'occasion de l'expédition d'Égypte, puisque cette expédition était porteuse à la fois d'un projet colonial. Bonaparte est venu avec un projet colonial, mais il est venu aussi avec les principes de la Révolution. Il est venu avec des savants, les réactions des Caïrotes étaient assez mitigées, faites à la fois de rejet et d'admiration face
à ce nouveau. Alors vous l'avez dit, il fallait toujours rester vraiment, avoir une approche scientifique, puisque une question par exemple comme la colonisation, ça peut créer des discussions, on l'a vu même au sein même d'une même nation, je pensais à la France, entre les scientifiques, les historiens et les politiques qui avaient mis en place une loi qui d'ailleurs a été abrogée sur le rôle positif de la colonisation. On sent que c'est très compliqué déjà au sein d'une même nation de trouver un consensus, donc a fortiori pour un manuel, c'est ça, la clé, c'était de rester vraiment très scientifique, oui. Du coup. Je dis, c'est-à-dire que l'histoire, il faut l'aborder avec objectivité, pas avec militantisme. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut essayer de... on dit que l'histoire, elle rationalise la mémoire. Parce que la mémoire, elle est faite effectivement de douleurs, de subjectivité personnelle, de passion, etc. Et l'histoire essaie de prendre une certaine distance par rapport aux faits historiques, et on essaie peut-être dépassionner, vous avez utilisé le terme de dépassionner, c'est-à-dire ne pas s'impliquer personnellement dans l'approche de ces faits. Il s'agit de rationaliser, il s'agit d'aborder avec objectivité, avec distanciation, l'objet d'étude. Très bien. Voilà. Et bien sûr, nous avons abordé un certain nombre de sujets à notre manière. Par exemple, le conflit israélo-arabe, on l'aborde. La question du partage qui n'avait pas été accepté par les Palestiniens. Mais dans l'une des études de cas, nous avons réservé... on a pris des extraits du manuel israélo-palestinien et on présente la version de chacun. Chacun, comment il voit, par exemple, la guerre des 6 jours. Et donc, nous, on reste un peu, si vous voulez, neutre, à l'écart. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est une neutralité... une indifférence. Il y a un souci d'objectivité. On n'est pas indifférent à ce qui se passe en Palestine, mais on présente les faits, parce que les Israéliens ont leur regard, parce qu'ils ont aussi leur façon, les reproches qu'ils adressent aux États arabes, etc. Et puis il y a les Palestiniens qui ont également leurs griefs vis-à-vis à la fois vis-à-vis des États arabes, mais aussi vis-à-vis d'Israël, en tout cas pour ce qui est de la guerre des 6 jours, par exemple. Eh bien, merci beaucoup, Mostafa Hassani. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de présenter cet ouvrage. Je vous en prie. Merci. Et à la semaine prochaine.